d'influence au moment fléchissant à ce point. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? La ligne d'influence, c'est quoi? C'est quoi la particularité de la ligne d'influence? On va fixer une section et on va varier la position de la charge. C'est ça la ligne d'influence. Donc on va fixer la section. C'est quoi la section? C'est la section mitra V2, ici. D'accord? Et on va rouler, on va varier la position de la charge roulante et dresser le moment. C'est quoi le moment? C'est ce qu'on a fait en robot. Je répète cet exercice. Oui. Et tu connais le plan? Oui. C'est la ligne d'influence. D'une charge unitaire. D'une charge unitaire. Ah, d'une charge. Alors, je vais. Ok. Parce que les bases. Donc, on a parlé de ça, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous vous rappelez la ligne d'influence, lorsqu'on a. Bon, il faut placer un petit peu parce que. Alors, qu'est-ce qu'on a de la ligne d'influence? La ligne d'influence, lorsqu'on a rappelé un petit peu la ligne d'influence, on a dit que on va fixer une section. Par exemple, ici, c'est la section sigma. Et on va placer une charge unitaire. Et cette charge unitaire, il va être variable dans sa position. C'est-à-dire avec une position de alpha. Et on va s'intéresser à quoi? Au moment, dans cette position qui est A, en fonction de alpha. C'est quoi? Donc, si on a, par exemple, la charge ici, donc, comment on a fait ça? Donc, on a déterminé les réactions d'appui, tout d'abord. Les réactions d'appui, ils sont en fonction de la position de 1. Donc, on a fait des formules, d'accord? Et on a dressé un petit peu un diagramme comme ça, à peu près, d'une poutre isostatique, d'accord? Alors, c'est la même chose. Donc, ici, dans le cas d'une poutre isostatique, donc, il faut charger toute la RAM. Mais dans le cas d'une charge hyperstatique, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si on s'intéresse ici, à cette section, donc c'est la courbe qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut charger, je me rappelle pas de... Donc, c'est ça. Donc, si, alors, c'est quoi le sens de cette charge? Ça, c'est la ligne d'influence d'une charge unitaire. La ligne d'influence de quoi? La ligne d'influence du moment fléchissant, d'une charge unitaire. C'est quoi la définition? Unitaire, charge unitaire ponctuelle. Bien sûr, ponctuelle. Ça, c'est la définition. Alors, je répète toujours, pourquoi charge unitaire? Parce que on a dit que toutes les charges, ou bien ils sont ponctuels, ou bien ils sont répartis. Alors, pour se ramener à un calcul, une charge unitaire, les charges ponctuelles, on va multiplier tout simplement l'intensité de cette charge, c'est-à-dire si on a P, P c'est quoi? C'est P fois 1. Donc P, il va sortir et on va s'intéresser à la ligne d'influence de 1
fois P. Si on a une charge répartie, Q, alors Q c'est quoi? Donc Q fois 1, donc fois cette L. Donc on va s'intéresser à l'intégrale entre 0 et ce L de la ligne d'influence, de cette charge. C'est la surface. Donc ici, on va s'intéresser à l'ordonnée d'une place, et pour une charge répartie, c'est la surface. Alors, c'est quoi la définition d'une charge unitaire à mi-travée? Ça, à mi-travée 2. C'est quoi ça? Donc, alors, si on a la charge unitaire ici, alors c'est quoi le moment à mi-travée 2? C'est quoi? De la charge unitaire. Si on a la charge unitaire ici. C'est P fois la ligne d'influence. Non, d'une charge unitaire, c'est cette ordonnée. Donc, le moment dans cet endroit par rapport à une charge unitaire, c'est ce moment. Alors, si on a la charge ici, c'est ce moment. Mais toujours, c'est le moment à mi-section. Donc, on dresse quoi? On dresse le moment à mi-travée 2 en fonction de la position de la charge. Si la charge alpha, ici, on a dit alpha, elle est égale à cette distance, elle est égale à ici. La distance ici, ce n'est pas x, c'est la position de la charge. C'est l'inverse de ce que vous avez vu dans la RDM. Dans la section, vous représentez x, la position de la section. Ici, on représente dans la ligne d'influence la position de alpha. Et c'est quoi alpha? C'est la position de la charge. C'est-à-dire ici, à mi-travée 2, si la charge unitaire ici, donc c'est ordonné. Alors, si on a, par exemple, une charge répartie, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Par la surface. La surface, c'est comme ça. Donc, on va multiplier par la surface. Donc, cette surface fois Q. Q fois cette surface qui est S1. Alors, si on a une charge ici qui est S, c'est quoi? Moment négatif, merci. Donc, elle est égale à combien? Elle est égale à S fois cette ordonnée, qui est de la charge unitaire, tout simplement. Donc, le calcul de toute charge, ou bien ponctuelle ou bien répartie, il se résume à la multiplication de, si on a ponctuel, c'est l'intensité de la charge fois l'ordonnée de la position de la charge, mais toujours la ligne d'influence, c'est par rapport à une section. Toujours, la section, elle est fixe. La ligne d'influence, c'est une position, si vous vous rappelez de la ligne d'influence, on a rappelé ça. La différence entre la RDM et ça, la RDM, qu'est-ce qu'il dit? La charge, elle est fixe, mais la position, elle est variable. Alors, la ligne d'influence, c'est l'inverse. La charge, elle est mobile, mais la section, elle est fixe. Non, si on a la ligne d'influence de charge unitaire à mi-travée 1, c'est pas la même chose. À mi-travée 1, il va être comme ça. Pardon, c'est pas comme ça, c'est plus que ça. C'est l'inverse de ça. Il va être à mi-section ici. Donc tout d'abord, il faudrait, c'est la ligne d'influence. On a fait cet exercice, je pense. Oui. Exact. Alors, parce que votre camarade, il a posé la question, c'est quoi la ligne d'influence? Déjà, le diagramme, il n'a pas un petit peu saisi c'est quoi le diagramme. J'ai rappelé un petit peu c'est quoi le diagramme, le premier diagramme que j'ai affiché dans l'exercice. Alors, le diagramme que j'ai affiché dans l'exercice, c'est le diagramme de la ligne d'influence, du moment fléchissant, d'une charge unitaire à mi-travée 2. Votre camarade ici, il dit que si la position il change, bien sûr, la ligne d'influence, il va changer. Si on est en mi-travée 2, la ligne d'influence, il a l'allure de ça. Comme ça. Donc, toujours, il faut tout d'abord chercher c'est quoi la position qu'on va s'intéresser. Par exemple, dans 4 travées, on va s'intéresser à 4 positions. À mi-travée 1, on appuie. À mi-travée 2, et on appuie.
Donc, on va chercher les lignes d'influence ici, 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 et faire les calculs. Mais les calculs après, c'est simple multiplication fois. Si on a une charge ponctuelle, comme le BC, comme le MC120, comme le DO et le E qu'on va voir par la suite, c'est l'intensité fois l'ordonnée. Et si on a une charge uniforme, comme le AL, comme le trottoir, c'est la surface fois l'intensité, fois Q. D'accord? C'est clair? Ok. Ok, donc je reviens à ça. Donc ça, c'est la ligne d'influence de mitre V2. Alors, qu'est-ce que j'ai donné ici? W1, W, c'est l'air ici. W1, c'est l'air moins 2,95 ici. L'air. Ici, c'est quoi l'air? Non, c'est une convention de signe. Convention. Alors, toujours, il faut chercher c'est quoi la fibre qui est tendue, c'est quoi la fibre qui est comprimée. Moins ou bien plus, c'est par rapport à une convention. Alors, à votre avis, ici, c'est quoi la section qui est comprimée, qui est tendue? Alors, ici, c'est quoi? Elle est tendue ou bien comprimée? Elle est tendue. Elle est tendue. Donc, ici, elle est comprimée. C'est convention de signe. Donc, il faut chercher c'est quoi le temps. Oui. C'est pas grave. Moment positif, moment négatif, c'est une convention de signe. Mais le plus important, ou mettre l'acier ou mettre la précontrainte. Ici, où on va mettre la précontrainte. Exactement. Donc, toujours plus ou bien moins, c'est une convention de signe. Ou bien plus, c'est comprimé, ou bien moins. Mais il faut toujours chercher comprimé, tendu, pour faire travailler le matériau. Alors, moins 2,95 ou bien plus de, ça dépend de la convention. W2, c'est 20, moins 5,28, 0,77. Alors, ça, c'est un calcul préalable que vous devez faire à travers calcul manuel ou bien en robot, ou on va faire ça. Il y a un logiciel qui est ST1 qui calcule ça automatiquement. On ne doit pas chercher tout ça. Donc, 12, 17, 17, 12, d'accord? Alors, si on veut charger le moment maximum, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il y a 3 cas. Alors, 3 cas pour le moment maximum, donc, ou bien on va charger cette travée, ou bien on va charger la travée 3, ou bien on va charger les 3. Alors, c'est quoi la différence? C'est la longueur chargée. Pour le premier cas, c'est seulement cette travée qui est chargée. Et pour le deuxième cas, c'est seulement cette travée qui est chargée. Et la longueur, lorsqu'il va changer, il va impacter la valeur de AL. Parce que la valeur de AL, elle est fonction de grand L. D'accord? Alors voilà, le cas 1, c'est moment positif pour un moment maximal. Donc on va charger seulement ça. K2, c'est le deuxième cas. Et K3, c'est L2, L4. D'accord? Alors, on a W2, on a W4. Donc, on a fait ça la dernière fois. Donc, L, ici, c'est 17. D'accord? 17 ici, c'est 14, 71. Donc, on a remplacé seulement 17 ici. L'aire de ligne d'influence, c'est une donnée. Donc, on a multiplié 14 fois 20, c'est 297. Qu'est-ce qu'on a conclu dans cet exemple? Non. Non, il vous donne les ordonnées, les points d'ordonnées. Il faut faire dans Excel la méthode, ou bien la méthode des... S'il vous plaît. Votre camarade, il pose la question comment calculer l'air. Donc, dans Robot, il vous donne seulement les ordonnées. Donc, les ordonnées dans Excel, vous faites la méthode des trapèzes. La méthode des trapèzes, c'est-à-dire quoi? Vous avez fait ça dans l'analyse numérique, je pense. Alors, pour déterminer, Robot, il va vous donner en fonction de X,
c'est ordonné. En fonction de x, c'est ordonné. C'est ordonné, c'est ordonné, c'est ordonné. Qu'est-ce que vous faites? La méthode des trapèzes. Donc, x fois c'est ordonné moins c'est ordonné. La méthode, c'est trapèze, grand trapèze. Donc, ici c'est x0 et ici x2. Ici, c'est y2, y1, ici, c'est y2. Donc, S, elle est égale à combien? Donc, c'est bon, x2 moins x0 plus voilà. Ah. Alors ici, c'est x0, x1. Ici, c'est x2. Ici, c'est y1. Ici, c'est y2. Alors, ça, c'est le trapèze, c'est quoi? C'est la base, c'est ça. Il y a y2 moins y. Donc, y2. Non, la base. Non. La base. C'est y2. C'est y2. Y. C'est y. C'est y. Ici, c'est y. Donc, y2 moins y1. C'est ce triangle. OK? Fois x2 moins x1. Plus ça. y1 fois x2 moins x1. Ça, c'est x2. x2 moins x1 fois y2 moins y1 plus y1. Donc, c'est y2 fois x2 moins x1. Moins x1 sur 2. C'est la base fois cette distance sur 2. D'accord? C'est la méthode des trapèzes. Donc, il faut faire ça dans Excel, y2 fois x2. Donc. OK. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est parce que vous avez fait ça. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Il faut charger toute donc, si on charge tout le tablier, alors si on charge tout le tablier, donc on va avoir des moments positifs et négatifs, donc on ne va pas avoir le maximum. Et ici, seulement on a chargé 17, c'est plus défavorable qu'on va charger les deux. Parce que le AL, il a diminué, il a chuté un peu, le AL. Il ne faut pas oublier le AL. D'accord? On a fait ça. Alors, par exemple, si on fait la charge sur le pont global, ici. À votre avis, c'est quoi le moment? À votre avis, c'est quoi? Alors, tout d'abord, le L, c'est combien? Le L, c'est la longueur totale. Vous avez chargé tout le pont, d'accord? Donc, le AL, il faut le calculer avec L total, d'accord? Alors, AL dans cette travée, donc il faut multiplier le AL fois la travée 1, ça c'est négatif. Ça c'est positif. Il faut sommer. Négatif, positif, négatif, positif. Est-ce qu'on aura le maximum? Si on va cumuler le négatif avec le positif avec le positif. Et on cherche le moment maximum. Donc il faut chercher tout simplement les aires positives.
Ici, on cherche le moment négatif, il faut chercher les aires négatives. C'est ça la force de la ligne d'influence. C'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité de voir c'est quoi les longueurs à charger pour avoir le moment positif ou bien le moment maximum ou bien minimum. Instinctivement, il faut charger tout pour avoir le maximum. Alors que non. Oui, exact. À plusieurs fils. Non, ça c'est le BC. Ça c'est le BC. On est dans le AL maintenant. Dans le AL. Plusieurs fils. C'est quoi fil? Mhm. Où vous avez vu ça? Oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il a été créé. Oui. Bon, ok. Ce système se compose des charges uniformément réparties d'intensité variable suivant la longueur surchargée, oui, et qui correspondent à une ou plusieurs fils de véhicules à l'arrêt sur le pont. Sur le pont, c'est une charge routière. Hein. Non, c'est pas à l'arrêt. C'est une charge roulante. Mais je ne sais pas dans quel sens il a mis ça. Donc la charge, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc la charge à elle, toujours. Bien sûr, toujours la ligne dépasse. Exactement, toujours, toujours. Il n'y a pas l'arrêt, non, 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 il n'y a pas l'arrêt. Il n'y a pas l'arrêt. Il n'y a pas l'arrêt. C'est une charge roulante, c'est une charge. Roulante. C'est une charge roulante. Ok, donc ça, 297, qu'est-ce qu'on va faire après? Minimum, oui, la même chose. Et après, on va faire une voie, donc fois 3,50 fois A1 fois A2. Donc 1042, c'est quoi? C'est 3,50 fois 297. Et 7, c'est 1 fois 1. Et 3 voies, il faut multiplier par 1, c'est 0. D'accord? Alors on va passer maintenant, parce que ça, on a... Alors on va, s'il vous plaît, on va passer au système B. Alors le système B, le système B, les charges B sont composées de 3 systèmes. Le système BC, c'est camion à chenille. Le système BT, c'est le système à deux essieux ou bien le BT tandem. Et le système BR, c'est le système B à roue, à une seule roue. Alors, ces convois sont mobiles, bien sûr, toujours mobiles. Comment? Non, ici, on va le voir. Ouais. Donc, le système BC, BT et BR. Donc, il y a 3 systèmes dans le système. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, dans les systèmes, les charges roulantes, il y a le système A et le système B, le système M et le système exceptionnel qui est D et le E. Maintenant, on a traité le A de L. Maintenant, c'est le système B. Le système B, c'est les camions. Donc, ces charges sont mobiles et il faut, parce qu'ils sont mobiles avec une vitesse, il faut les multiplier par un coefficient de majoration dynamique. On va le calculer. Alors, le premier camion, c'est le camion BC. C'est un camion à 30 tonnes. Chaque camion, il a 30 tonnes. Comment il est réparti les 30 tonnes? Alors, le camion, il est composé de 3 chenilles. Une chenille, il est composé de 2 roues. Une chenille, l'essieu, ou bien l'essieu, c'est 2 roues. Les deux roues, ou bien l'essieu en arrière, les 2 essieux en arrière, c'est 12 tonnes, 12 tonnes. Donc, chaque essieu, il y a 2 roues. Donc, chaque roue ici, il y a 6 tonnes, 6 tonnes. 6 tonnes, 6 tonnes, 6 tonnes, 6 tonnes. Alors, l'essieu en avant, c'est seulement 6 tonnes. Donc, chaque roue, c'est 3 tonnes.
Donc voilà, donc, la distance entre les deux essieux en arrière, c'est 1,50 mètres. Alors, entre l'essieu en avant et l'essieu en arrière, le premier essieu en arrière, c'est 4,50. On va parler d'une file de BC. Une file de BC, elle est composée de deux camions BC. Un camion plus un camion. D'accord? Alors, la distance entre l'essieu en avant du premier camion et le deuxième camion, c'est 4,5. L'emprise ou bien l'encombrement du camion, c'est 2,25 fois 2. D'accord? Donc, on peut voir ça en vue en plan. Donc, voilà, ça c'est quoi? Ça c'est l'essieu, et ça, en rectangle. Les roues. Ah, ça c'est une roue, ça c'est une roue, ça c'est une roue, ça c'est une roue, roue. Alors ici, c'est combien? C'est 6 tonnes, 6 tonnes, 6 tonnes, 6 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes. Alors, entre les deux, c'est 1,50, 4,50. Et la distance entre les deux roues, c'est 2 mètres, entre axes. 2 mètres. D'accord? Alors, ça, c'est quoi, à votre avis? Ça, c'est un profil en travers, toujours transversal. Ça, merci, c'est deux voies, ou bien deux camions en travers. Donc, ici, c'est le premier camion, ou bien la première file, parce que généralement, ce n'est pas un seul camion, c'est une file, c'est deux files. Une file, c'est deux camions. Une file, c'est pas trois camions bien, c'est deux camions, maximum deux. On va les voir. Donc ça, c'est une file de camions, et ça, c'est une file de camions. Et la distance minimum entre ce camion et ce camion, c'est 50 cm. D'accord, c'est clair. Alors, la même chose que le AL, il faut multiplier le B par des coefficients BC, de dégressivité de BC. Première classe, si on va charger une seule voie, il faut multiplier par 1,2. Deux voies, si on va charger deux voies, c'est 1,1. 3,095, 4,08, c'est la même chose. Ici, il n'est pas défini comme le AL. Donc, ça, c'est le coefficient BC. Alors, les règles d'application, la même chose. On va choisir le nombre et la disposition de convoi de manière à produire l'effet le plus défavorable. C'est-à-dire quoi? Dans la ligne d'influence, si on va chercher le moment maximum, il faut chercher c'est quoi l'ordonnée qui va nous donner le maximum pour baisser. L'ordonnée, ici. Dans le AL, on a cherché la surface. Ici, on va chercher l'ordonnée, c'est-à-dire parce qu'il y a une charge ponctuelle. Parce que 3 tonnes ou bien 6 tonnes. Dans le sens longitudinal, le nombre de camions est limité par 2 par file. C'est-à-dire, on va placer une file de camions, mais une file est composée seulement de 2 camions. Pas 3, pas 4, 2 camions. Orientés dans le même sens. Une autre indication que je n'ai pas mentionnée ici, la distance. La distance, au sens longitudinal ici, il peut être nul, 0, ou bien il peut être avec une distance. Et cette distance, elle est déterminée en fonction de l'effet le plus défavorable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va le faire dans l'exemple. Il se peut que je fais une liaison, une distance 0, nulle, entre les deux camions et j'ai des moments négatifs. Par exemple, dans le travail 2 et 3, j'aurai un moment négatif si je juxtapose les deux camions. Il faut un petit peu éloigner le deuxième camion pour chercher le quatrième travail, par exemple. On va le faire dans l'exemple. Donc voilà, donc limité par 2, orienté dans le même sens. Dans le sens, c'est bon, merci. Dans le sens transversal, le nombre de fils de camions de NF, le nombre de fils, ne doit pas dépasser le nombre de fois. C'est la règle qu'on dit toujours. Il faut placer autant de fils que de voies. C'est-à-dire, si vous avez deux voies, dans le sens transversal, maximum de fils qu'il faut placer, c'est 2 fils, pas 3, malgré qu'il y a l'espace. 3 voies, maximum de fils, c'est 3 voies. Autant de fils que de voies. Alors, on va reprendre le même exemple, mais maintenant avec le BC. D'accord? C'est la même ligne d'influence parce qu'on va s'intéresser à Mitra V2. Donc, c'est la même. Donc, à votre avis, pour avoir le moment maximum, où on va placer
le BC. Le moment positif, maximum positif. Ou bien maximum. Où on va placer le BC. Comment? À votre avis, instinctivement ou bien intuitivement? Mi travers 3. Moment C'est là. positif. Travée 2 ou bien travée 3 ou bien travée 3. 3. 3, 4, 5. OK. Alors le BC, qu'est-ce qu'on a dit le BC? On a dit le BC. Le BC, c'est... Le BC, c'est... Ici, c'est combien? C'est 12 tonnes. Ici, c'est combien? C'est 1,50 mètres. On va placer 12 tonnes. Et une distance de 4,50 mètres. Ici, c'est 6 tonnes. Le tout, c'est 30 tonnes. D'accord? C'est un camion BC. Une file, c'est 2 fois ça. Une file. Alors, à votre avis, ces charges, où on peut placer ces charges pour un maximum. Le maximum, c'est-à-dire le positif. Ici, on va... C'est ça, c'est positif, ça, c'est négatif, négatif, positif. Okay. Pour un moment positif maximum, où on va placer le camion, à votre avis? Il a travers 2, monsieur. On travers 2. Donc ici, les 12 tonnes, qu'est-ce qu'on va chercher? Ici, ou bien ici, ou bien ici? Il faut chercher les 12 tonnes ici. Les ordonnées les maximums d'ordonnées, c'est ici. Donc il faut placer ici 12 tonnes. 12 tonnes. Et ici, c'est 4,50. 6 tonnes. Ça, c'est le premier. D'accord? Alors, le BC, c'est une file de BC, c'est deux camions. Alors, si on va placer le deuxième, qu'est-ce qu'on a dit ici? La distance entre cet essieu et cet essieu, c'est combien? 4,5. Merci. Donc, ici, c'est combien? Ici, c'est 12 tonnes. Ici, c'est 1,50. 12 tonnes. Et ici, c'est 4,5. 6 tonnes. Alors, la distance entre l'essieu de 6 tonnes et l'essieu en arrière du deuxième camion, il va se placer ici. Est-ce qu'on a intérêt à cumuler un BC avec un maximum? Donc le BC, on a intérêt à éloigner le BC, c'est-à-dire ne pas avoir un camion comme ça. La même chose ici, juxtaposé. Donc, cette distance, il faut un petit peu éloigner le camion. Exactement. Donc ça, c'est pas ça. Donc il faut avoir une distance X pour avoir cet essieu dans le maximum. Donc on va chercher ici 12 tonnes, 12 tonnes et 6 tonnes. Comment la résistance? Alors maintenant, ça, c'est la résultante. Alors, on va faire, vers la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les 12 fois l'ordonnée, plus 12, la résultante, c'est 12 fois l'ordonnée. 12 fois l'ordonnée, plus 6 fois cette ordonnée. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? La somme des pays, la ligne d'influence des sommes des pays, c'est quoi? C'est la somme des pays fois, ou bien PI fois la somme des lignes d'influence d'une charge unitaire.
Donc ici, on va chercher ici l'ordonnée de la ligne d'influence d'une charge unitaire fois 12 tonnes. La résultante de tout ça, c'est 12 tonnes fois cette ordonnée, plus 12 tonnes fois cette ordonnée, plus 6 tonnes fois cette ordonnée, 12 tonnes fois cette ordonnée, 12 tonnes fois cette ordonnée, plus 6 tonnes fois cette ordonnée. Monsieur, Toujours, une file, c'est 2 camions. monsieur, Non, il n'y a pas. La règle, qu'est-ce qu'on a dit? Une file, il ne doit pas dépasser 2 camions. La réalité, ça. Alors, on a la norme qui va modéliser la réalité. La réalité, il est représentée par autant de fils que de voies. C'est-à-dire, on ne va pas placer 4 camions, 2 fois camions. Donc ça, c'est la réalité, elle est modélisée par ça. Le fascicule 61 titre 5, c'est une norme. C'est une norme qui va représenter la réalité. Oui. 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 Allez-y, quoi. C'est pas le maximum. Toujours. La norme modélise les normes modélisent la réalité. C'est une démarche. S'il vous plaît. La démarche, c'est une démarche probabiliste. Déjà, la démarche de BAEL ou bien de BPEL, c'est une démarche probabiliste. C'est-à-dire, on va faire la probabilité de ne pas dépasser la capacité portante ou bien la capacité de notre tablier. Donc, les BC et les MC 120. Pourquoi on va faire BC, MC 120 et le D et le E? Pour faire l'enveloppe de toutes les charges possibles. Donc, le MC 120, donc l'enveloppe de toutes les charges, c'est justement varier toutes les charges possibles. Tous les convois routiers. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le maximum ou bien le minimum de tout ça. De AL, de BC, de MC 120, de D, de E, de trottoir, de tout ça. C'est les surcharges, c'est les charges d'exploitation. C'est pas comme le bâtiment, on va considérer 500 kg par mètre carré parce que... Mais ça, parce qu'on ne maîtrise pas c'est quoi le plus défavorable, il faut faire toutes les charges et faire l'enveloppe, c'est-à-dire le maximum ou bien le minimum. Parce que ce n'est pas toujours le maximum qui va dimensionner. On a donné l'exemple la dernière fois. Un moment négatif, il peut avoir dans la précontrainte, par exemple. D'accord, c'est clair. Donc là, ok. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va placer, ça c'est la ligne d'influence. La même chose, qu'est-ce qu'on va chercher? Première classe, la même chose, 10,50, LR 10,50, première classe, la même chose, 3 voies. Première classe, donc, on est première classe, donc le BCC, une voie chargée, c'est 1,2, 2 voies, c'est 1,1, 3 voies, c'est 0,95. C'est la même chose que le AL. Et ici, on va chercher le BC qui est le plus défavorable. Alors ça, je vous avoue que c'est pas trop évident ou bien très évident de chercher ces positions. Alors généralement, si on travaille avec un logiciel qui ne donne pas ça automatiquement, comme Robo, il faut chercher cette position. Par quoi? Par une recherche en Excel ou bien en moulinette Excel. Donc il faut varier les positions et chercher le maximum de la combinaison. Les pas, effectivement. On va faire des pas. Donc on va... Bon, généralement, il y a des moulinettes Excel en macro. Au macro, on va faire une position ici, on va varier cette position et chercher, parce que ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. On va chercher la première position de BC ici. Donc, la première position de BC, il va me donner le camion. Le camion, je vais chercher la combinaison. Et je vais varier. Dans cette position, je vais varier la position du deuxième camion. S'il est 0, ça, s'il est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, chercher toutes ces positions. La position la plus défavorable, c'est ça. Donc, ça, c'est le maximum. Changer la position du deuxième camion, troisième camion. Alors, ça, c'est une boucle, deux boucles. Donc, c'est une macro à 2 boucles. La première boucle, c'est la position du deuxième camion. Et la boucle générale, c'est la position du premier camion.
il y a des logiciels qu'on va faire, c'est le ST1 de Cetra qui donne ça automatiquement. On n'a pas besoin, mais l'Excel, c'est un intérêt pédagogique. Donc, il faut faire cet exercice parce qu'automatiquement, ce n'est pas trop intéressant. Ici, on voit qu'il faut placer le camion dans la position, dans la travée 2 pour avoir le maximum. Le ST1, il va vous donner le maximum et le minimum, mais sans afficher la position. On ne peut pas voir les positions maximum ou bien minimum. D'accord? C'est pourquoi je vous invite à maîtriser un petit peu la théorie. Bien sûr, on ne va pas faire... Oui? Théorème de Barré. Comment? Théorème de Barré, monsieur. Théorème de Barré, ça, c'est Gaillon-Maçonnet. Ce n'est pas notre sujet, monsieur. C'est Gaillon-Maçonnet, c'est le coefficient de répartition transversale. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est les charges roulantes. On a commencé par les charges AL et maintenant, c'est les charges BC. Donc, ici, il y a une inconnue, c'est la position des X qu'il faut chercher. Donc, j'ai dit qu'il faut la chercher. Il faut faire un exercice pour toutes les charges possibles une fois dans la vie. Donc, c'est pas toujours on va faire ça. Mais c'est intéressant de le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'essieu de 12 tonnes, 120. Alors, 120 fois 2, 14. C'est quoi 2, 14? Essieu. Ça, c'est l'essieu de 120. 120, ça, c'est quoi? 19 mètres. C'est quoi 19 mètres? C'est la position du 12, ici. La position du 12. Parce qu'on va chercher cette position. On m'y travaille. Non. Non, je vous ai donné les X. Hein. Les X, c'est ça. C'est les positions qu'on a fait dans le tableau ici. Oui, c'est la même chose. J'ai fait mon calcul et j'ai trouvé exact. Exact, le résultat. Non, le 19, c'est un calcul préalable. 19 ici. Donc, c'est pas mi-travée, parce que j'ai entendu mi-travée. C'est pas 12, 17, 7 et demi. 17 fois 0,50 plus 12, c'est 20 et demi. Mi-travée, c'est 20 et demi. C'est pas 19. Alors, donc, 19 à 19, donc 2,14, c'est quoi, ici? 2,14 fois 120. 2,14, c'est Y, c'est l'ordonnée. C'est cette position. 2,14 ici. C'est ordonnée. On va multiplier les ordonnées fois P. Plus. La même chose ici, on va chercher cette position, c'est quoi? 19 plus 1,50, c'est 20,50. 20,50, c'est ici. C'est à peu près 2,50. 2,85 à peu près. Fois 120. La même chose, ça, essieu 60, 25, parce qu'on va ajouter 4,50. Le M, c'est 1 fois 60, parce que l'ordonnée, c'est à peu près 1. À peu près. Alors, deuxième camion, c'est ça. Donc, la position, c'est quoi? 48,50. Chercher 0,08 fois 120 et faire la somme. Donc, on va sommer. Le premier BC, c'est 658. 658, c'est quoi? 256 plus 342 plus 60, c'est 658,8. Le deuxième BC2, c'est-à-dire le deuxième camion, c'est 9,6 plus 12 plus 4. D'accord? Donc, c'est 25,8. Oui. Oui, il faut le faire. La question de vos camarades, c'est quoi? Est-ce qu'il faut faire ça manuellement ou bien il y a des logiciels dédiés? Alors, il y a les deux possibilités. Ou bien vous pouvez le faire manuellement, ou bien en Excel, ou bien il faut
travailler avec un logiciel automatique tel que ST1. ST1, il le fait automatiquement. La ligne d'influence, chercher la position la plus... c'est la position maximale qui est la plus pénible à chercher. Parce qu'il faut chercher par des pas. Il faut varier les pas des camions pour chercher la combinaison la plus défavorable. C'est ça le plus pénible, le plus difficile. C'est clair. Donc le moment maximum, c'est 685, 84,6. C'est où ça? C'est le moment où? Amitra V2. Toujours Amitra V2. Alors pour le moment négatif, c'est la même chose. On va placer ici. Vous voyez que c'est pas ici la position, c'est pas intéressant de le faire en haut. Parce que la combinaison qui va nous donner le maximum. On a un petit peu décalé ici pour avoir un petit peu l'ordonnée. Si on va placer le 12 ici, à peu près ici c'est 12, 12 c'est 6, 6, 10. On va dépasser la phase. On va atteindre la deuxième travée qui est négative. Donc il faut chercher un petit peu la combinaison des trois charges pour avoir le minimum ou bien le maximum. La même chose ici. Donc ici, c'est pas toujours directement. On peut avoir le maximum ici, donc il faut un petit peu décaler la position des deuxièmes canaux. Ça marche? Alors la même chose, on va multiplier l'ordonnée fois 120, l'ordonnée fois 120, l'ordonnée fois 120, 60, calculer le moment du premier camion, deuxième camion et le maximum. Ça marche? C'est clair? Alors, je vous invite à le faire. C'est en Excel, en macro. Parce que c'est pas, il faut faire une macro. Vous connaissez les macros? Macro, c'est un module VBA de Excel. Excel, il a un module développeur de VBA, Visual Basic de l'Excel, c'est VBA. Donc vous pouvez faire, c'est un langage très très simple, c'est pas comme les langages de C ou bien Java. Donc ça c'est un langage très simple, vous faites des boutons macro, donc vous faites quoi? Vous faites des boucles sur la position du premier camion et du deuxième camion pour chercher la combinaison. Ou bien dans Excel, vous faites des si. Au lieu de si, dans Excel c'est fastidieux un petit peu. Oui, c'est un petit programme, c'est pas... Vous essayez de faire. Si vous n'arrivez pas, je vous donne mon programme. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Alors ça, dans le sens longitudinal, il nous reste le sens transversal. Le sens transversal, c'est une seule voie. Il faut multiplier fois 1, 2. Alors ici, on ne va pas multiplier fois la largeur parce que c'est ponctuel. Une seule voie, c'est une seule file. Donc une seule file. Deux voies, c'est deux files. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut placer autant de fils que de voies. Trois voies, c'est trois fils. Donc trois voies, c'est 3, 12 bandes. Et le coefficient, il va changer parce que classe 1, 3 voies, c'est 0,95. Multiplier le moment négatif, c'est moins 280, moins 514, moins 666. Alors, je pense un de vos camarades, la dernière fois, m'a dit que pourquoi je vais calculer pour le moment, pourquoi ne pas calculer seulement pour 3 voies? Pourquoi calculer une seule voie et deux voies? Et j'ai répondu, je pense, la dernière fois. Alors, un de vos camarades, je ne me rappelle pas de qui, m'a dit c'est évident que pour 3 voies, c'est le moment le plus défavorable parce qu'on va multiplier 684 fois 3. Mais pourquoi on va calculer moins 280, une seule voie, deux voies, trois voies? Pourquoi? À votre avis, j'ai répondu à cette question. Oui? Non, c'est pas la longueur. Non.
Non, j'ai répondu la dernière fois, c'est que c'est comme le AL. Alors, je fais ça. Alors, ça, c'est pas, la remarque, elle est pertinente si on s'intéresse seulement dans le tablier. Le maximum, c'est 3 voies. Mais pour les appuis, alors si on a un tablier comme ça, si je place seulement un BC ici, alors par rapport au centre de gravité, si j'ai un chevêtre et des colonnes, alors par rapport à cette position, si je place une seule file dans une voie, il y a une excentricité par rapport à son centre de gravité. Alors cette excentricité, elle va générer un moment longitudinal. Ce moment longitudinal, il n'est pas présent si on charge 2 voies par exemple, parce que il n'y a pas le centre de gravité de charge, il coïncide avec le centre de gravité du tablier. Il n'y a pas d'excentricité, donc il n'y a pas de moment pour le chevet. Donc pour les appuis, le plus défavorable en tête d'appui, on aura un moment en tête d'appui pour une seule file, ou bien une seule voie chargée. 2 voies chargées ou bien 3 voies chargées, on n'aura pas l'excentricité qui va générer le moment. Donc, il nous faut calculer une seule voie, 2 voies, 3, toujours. Ok, d'accord. Okay. La même chose, hein. Une seule voie, 2 voies, 3 voies. Donc, le tableau, il y a 4 voies, 5 voies. Donc. Alors, le deuxième système, c'est quoi? C'est le BT, c'est le système B-tandem. Alors, le système B-tandem, c'est un essieu pas de 12 tonnes, c'est 16 tonnes. Alors, il y a seulement 2 essieux. Un essieu amont et aval, c'est un véhicule qui est large et qui n'est pas long, qui est très large avec une largeur à peu près 2 mètres et 1,35. Alors, l'essieu, il est composé de 2 roues. Chaque roue ici, c'est 8 tonnes, 80 kN. Donc ici, c'est 8 tonnes, 8 tonnes, 8 tonnes, 8 tonnes. 8,8. C'est 8 tonnes. Et la conversion en G, c'est 9,81. Comment? C'est comme un petit char militaire tandem. Il est très large et avec une petite longueur. Donc, il a deux essieux de 16 tonnes avec une longueur. Ça, c'est le sens longitudinal du tablier. Le sens longitudinal. Les 2 essieux, ils sont distants de 1,35. 1,35. Alors, dans le sens transversal, il est large. Donc, c'est 2 mètres. 2 mètres. Alors, la même chose, on peut placer, c'est pas autant de fils que de voies, mais le maximum de fils, on va voir, c'est 2 fils. Si on a 3 voies, on peut placer seulement 2 fils. 4 voies, 2 fils. Maximum, c'est 2 fils. 2 fils de bête. Alors, la distance minimum entre les 2 fils. Alors, une seule file, la file de BC, elle est composée de combien de camions? Une file de BC. De 2 camions. Alors, le BT, c'est un seul camion. On peut placer seulement un faut pas... Je vous donne le fascicule 61,2. Il y a les explications de tout ça. Donc, c'est un calcul probabiliste. On a fait l'inventaire de toutes les pratiques possibles. Exactement. Exactement. Bon, il faut chercher ça et chercher autre. Parce que l'Eurocode, il a changé un petit peu les habitudes de calcul. Alors, le BT, c'est un petit peu plus facile que le BC, parce qu'il y a seulement un seul dans chaque fil, et il y a autant de fils que de voies, il y a seulement 2 fils. Il n'y a pas plusieurs fils. Alors, résumé, 2 mètres entre les 2 essieux en transversal. Alors, il y a un coefficient petit bt. La même chose.
Première classe, deuxième classe, troisième classe. C'est 0,9. 0,9 pour deuxième classe. OK. Donc, on choisit le nombre et la disposition des convois de manière à produire l'effet. C'est la même chose. Donc, on va choisir la position comme le BC. Dans le sens longitudinal, un seul tandem est disposé par fil. Il n'y a pas de camion, comme j'ai dit. Dans le sens transversal, un seul tandem est supposé circuler sur les ponts à une seule voie. Pour les ponts supportant deux voies et plus, seulement deux fils. Deux fils, c'est-à-dire deux bêtes. On ne peut placer que deux tandems, au plus sur la chaussée, côte à côte, ou non, de manière à obtenir l'effet le plus défavorable. Règle d'application, une distance minimale de 0,58 exigée entre l'axe de la file des roues et ça. Donc, bon, c'est ici. C'est entre le trottoir et les cieux, il y a une distance minimum de 50 cm. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Où on va faire le BT. Mi-travée ici. C'est ici le BT. Alors, le deuxième BT, c'est où? Ici. Deuxième BT. D'accord? Vous êtes d'accord? Le deuxième BT, c'est ici. Merci. Il y a seulement un seul BT. Dans le sens longitudinal, il y a seulement un BT. D'accord. Donc, seulement un. La même chose, BT, c'est première classe, c'est 1. Donc, le BT, c'est ici. Il n'y a pas de café. Alors, il faut, donc, la position, c'est ici, c'est à mi-travers à peu près, c'est 20,45. Comment? Nous, on n'est pas des créateurs de normes, on est des concepteurs, des calculateurs. Il faut se référer à une norme. Il se peut qu'il y ait un autre cas qui est plus défavorable, mais il faut le comparer avec d'autres charges, le MC 120, le D, le E. Jusqu'à maintenant, on a vu seulement le BC et le MT. Est-ce que c'est plus défavorable que le D et le E? Parce que le D et le E exceptionnel, c'est plus défavorable que ça. C'est 110 tonnes. C'est plus défavorable que ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a l'effet minimal. Il y a maximum, minimum. Alors, 2,85, 160, 2,24. Un seul bête, merci. Ça, c'est quoi? La hauteur de quoi? Oui, de quoi? De la position de? Quelle charge? C'est le BT, c'est le deuxième essieu. Le deuxième essieu, 160, il faut chercher les 2,24. C'est ici. Les 2,24. C'est le deuxième BT. OK. Donc, on va faire la même chose. 806 moins 160. Donc, une seule voie. Ici, c'est deux voies. Pourquoi on n'a pas fait trois voies? Parce que trois voies, il n'y a pas de... Il y a seulement deux voies. Alors, le BR. Le BR, c'est une roue isolée de 10 tonnes. Généralement, le BR, il est considéré pour dimensionner le trottoir. Généralement. Le pont, ce n'est pas trop défavorable. On ne va pas considérer pour le tablier ça. Mais pour l'encordement, surtout l'encordement, on peut. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le BR parce que c'est... Alors, tous ces charges de BC, BT et BR, il faut... Le BR, non, le BR, c'est le trottoir, seulement le trottoir.
Si vous avez un trottoir ou bien un encombrement, il faut le dimensionner par le VR. C'est un calcul, on peut le faire dans l'ordi, on peut le faire. On peut le faire après. Alors, tous ces charges BC, BT et BR, il faut les multiplier par coefficient de majoration dynamique. Alors, c'est quoi le coefficient de majoration dynamique? Il modélise un petit peu, s'il vous plaît. Doivent être multipliés par un coefficient de majoration pour effet dynamique. Donc, l'effet dynamique, il considère la charge des charges roulantes, c'est-à-dire le poids des charges roulantes, et la charge de la masse. La charge permanente. Non, non, non. Alors, le delta B, il est égal à combien? Il est égal à 0,4, 1 plus 0,2 L. L, c'est quoi? C'est la longueur de l'élément considéré. Alors, ici, c'est 0,6, 1 plus 4 fois G. G, c'est quoi? C'est le poids propre de l'élément considéré. Ou bien travée, ou bien deux travées, ou bien trois travées. L'élément considéré, c'est-à-dire dans le BC, on va considérer la travée numéro 2. Le S, c'est quoi? C'est le tonnage. Charge maximale susceptible d'être placée sur l'élément considéré. C'est-à-dire, dans la travée 2, c'est 30 tonnes. Dans le travée 2 et 3, c'est 30 tonnes. Plus 30 tonnes, c'est 60 tonnes. On va faire un exemple. Alors, je vous donne surface du tablier, c'est 9,75 mètres carrés. Poids du superstructure de 26 kN par mètre carré, par mètre linéaire. Alors, je vous demande de calculer le delta. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, pour le BC, c'est quoi la longueur? C'est 17, oui. C'est 17. Donc, on ne va pas considérer seulement, on va calculer la travée 2 seule et la travée 4 seule. L'élément considéré. Non, non. Chaque travée seule. Donc, la travée 2, c'est 17. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour calculer la formule, c'est quoi? L, c'est 17. Alors, le G, c'est quoi? Alors, 9,75 fois 25 fois L. C'est la longueur. Parce que ça, c'est en kilonewton. Ce n'est pas en mètre linéaire. Kilonewton. C'est une charge. Parce que ça, en mètre carré, il faut multiplier par 25 kN par mètre. Donc, il nous faut la longueur. Exact. Volume, c'est S fois L. Donc, 9,75 fois 17 fois 25. Plus superstructure. Superstructure, c'est 26 fois 17. Donc, vous faites le calcul. Voilà, oui. Ça, c'est G. Ça, c'est G. Le S, c'est combien? Dans la travée 2, c'est combien? On a placé combien? 3. 3 BC. En 3 voies. En 3 voies. En 3 voies, on a placé 3 BC. Donc, 3 fois 3 tonnes. 30 tonnes, pardon. Donc, S, c'est 90 tonnes. C'est clair? Donc, S, c'est 90 tonnes. En kilonewton, c'est 900 kN. Vous faites les calculs. Donc, on va faire le calcul. Alors, ça, c'est une seule voie. Ah, j'ai oublié. OK. Non, j'ai oublié une mention parce que... OK. Alors, pour le coefficient de majoration dynamique, une particularité de coefficient de majoration dynamique, c'est-à-dire on va isoler une travée, et dans cette travée, ça c'est 17, on va placer, c'est quoi le BC? Par exemple, si on a le BC, on a quoi ici? 12 tonnes, 12 tonnes, 6 tonnes. Ici c'est 1,50, ici c'est 4,50.
Alors, dans la travée, ce n'est pas la même chose que la ligne d'influence. On va considérer seulement la isostatique. C'est une façon isostatique. Et on va placer, est-ce qu'on a la possibilité de placer le deuxième BC, une file. Est-ce qu'on a ici la possibilité de faire? Oui, oui. Donc ici, c'est 4,50, 12 tonnes, 1,50, 12 tonnes, 4,50, 6 tonnes. Donc, dans la travée 2, on peut placer, ce n'est pas la même chose que la ligne d'influence, c'est isostatique, c'est le cas d'une isostatique. On peut placer 2 camions dans une file. Donc, le S ici, c'est combien? C'est 30 plus 30. C'est 60 tonnes, c'est 60, 600 kN. D'accord? C'est clair? Ce n'est pas la même chose que la ligne d'influence, parce que la ligne d'influence, qu'est-ce qu'on cherche? Le moment. Ici, on va chercher dans un élément considéré. Dans l'élément considéré. On a considéré la travée numéro 10. Numéro 2, c'est 17. On peut placer 2 camions ici. On peut placer 2. D'accord, donc... Donc voilà, le coefficient BC, pour une seule voie, c'est 1, 2. Le S, c'est combien? 600, c'est 60, c'est 30 tonnes fois 2. Un seul camion. Donc 600 fois 1, 2, c'est 720. D'accord? Pour 2 voies, donc exactement 600 fois 2. 3 voies, c'est 1800 fois 2. C'est fois 0,95. Donc le coefficient, si vous faites le calcul, c'est 1,140. D'accord? Alors la même chose pour le BT. Le BT, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est 320. Pourquoi 320? Donc, on a seulement 32 tonnes. 32 tonnes, c'est 320. 2 voies, c'est 640. Multiplié fois le coefficient, c'est 1. Donc, le coefficient, c'est 1,01. Ici, c'est 1,111. D'accord? Non, le BT, c'est 32 tonnes. C'est 16 plus 16. 16 plus 16. Alors, le S, pour la même chose pour la roue isolée, c'est quoi? C'est 10 tonnes, seulement 10 tonnes. On va faire la même chose ici, c'est pas trop. Donc, c'est quoi le coefficient de majoration dynamique? C'est le maximum de sigma BT. C'est le système BC, c'est pas seulement. Donc, on va adopter un seul coefficient pour la majoration dynamique. Alors, c'est quoi? Donc, si vous regardez la formule, si on a une charge ou bien un tablier qui est très très lourd, avec des charges et n'est pas trop large, très lourd et n'est pas trop large, le coefficient de majoration dynamique il est minimal. Parce que les fonctions de G, c'est on maximise le G. Donc, par exemple, le coefficient de majoration pour la même gravure, 12, 17, 17, 12, pour un pondal, le pondal, il n'a pas de majoration dynamique que le pont à poutre, parce que le pont à poutre, il est plus léger que le tablier pondal. La même chose pour le tablier métallique. Le métallique, il est léger par rapport au pondal. Donc le G, si on maximise le G, ça dépend de la conception. La conception des pondales, il nous donne une conception qui est très très lourde en termes de poids. Donc il va influencer le coefficient de majoration dynamique. C'est-à-dire notre pont, notre tablier, il ne va pas avoir des effets dynamiques parce que son poids propre contraint un petit peu les effets dynamiques. Alors, on a terminé le B, donc on va commencer par le système M. Alors, le système M, c'est les charges militaires. Les charges militaires ne sont pas que les itinéraires classés par l'armée. Bon, généralement, les charges militaires, ils sont considérés de première classe. Deuxième classe, on ne peut pas placer le MC. Première classe seulement. Ils sont de 2 classes, M80 et M120. Alors, généralement, on n'utilise pas M80. 120, c'est le plus défavorable. On va utiliser le M120. Chaque classe se compose de 2 systèmes distincts. Il y a le système HEMI et le système
à essieu. MC et ME. À chenille. Alors la chenille, c'est comme... exact, c'est comme le char. Le char, il a des chenilles qui relient les roues. Sympa. Comme une ceinture qui relie les roues. L'essieu, c'est l'essieu, c'est classique. Alors le MC80, c'est ça. Donc c'est une charge 72 tonnes sur 4,90. Ça, c'est longitudinal. Alors le transversal, parce que c'est un chenille. Donc chenille, c'est à peu près 85, oui, 85 centimètres. Ça, c'est pas trop intéressant le MC120. Le MC120, on ne va pas l'utiliser trop. On va utiliser ça. Le MC120, c'est 110 tonnes. 110 tonnes sur 6,10. D'accord? Alors, c'est quoi ça? 180 kN par mètre linéaire. Charge, c'est 110 sur 6,10. On a divisé le poids total du MC120 sur sa longueur. C'est à peu près 180 kN par mètre linéaire. D'accord? Alors ça, c'est longitudinal. Il a une longueur d'impact de la charge de 6,10. Transversalement, le chenille, il a une largeur de 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre. Avec une distance de 2,30. D'accord? En plan, donc ça, c'est la même chose. Donc 110 divisé sur 2, c'est 55 tonnes. C'est 550 kN. Ici. Alors, le ME, c'est comme j'ai dit, les essieux. Les essieux, c'est comme ça. Donc, ça, c'est pas trop intéressant, le ME 180. On va s'intéresser à le ME 120. 120, c'est la même chose. C'est 33, c'est 66 tonnes sur 4 mètres transversales. Longitudinal, c'est 1,80. Généralement, dans le système MM, on utilise seulement le MC 120. Le MC 120. Ça, c'est pour information. MC, à chenille. Parce que c'est le poids le plus défavorable, c'est 110 tonnes. OK? Règle d'application, donc chaque système est exclu de toute charge routière, on ne loue pas l'effet de charge de trottoir, par exemple. Oui. On va voir ça dans les combinaisons. Le rectangle d'impact de chaque chenille est uniformément chargé. On l'a fait ça, donc on a divisé 110 sur 6,10. Dans le sens transversal, un seul convoi est supposé circuler quelle que soit la largeur. Un seul. C'est pas comme le BT ou bien le MC autant de phyto. Un seul MC 120 dans la largeur. Alors, dans le sens longitudinal, il faut placer au moins une distance de 30,50 entre deux MC 120, à peu près. Il ne faut pas placer, juxtaposer deux MC. Minimum 30,50. Hein? Et si votre pont est très... C'est comme le tandem. Le tandem, c'est un seul. Mais le MC 120, si le pont il est très très long, on peut placer deux dans le sens transversal. Mais la distance, il doit être supérieure à 30,50. Si on a un pont de 100 mètres, on peut placer deux 100 mètres. D'accord. Alors ici, c'est 35, MC 120, c'est 36,60. 36,60, MC 120. Application, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. La ligne d'influence à nitra V2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va? C'est l'air ou bien... Oui, ou bien l'air, parce que la charge MC120, comment elle est? Comme ça. Uniforme. Donc, ou bien l'air, comme il a dit votre camarade, ou bien une autre méthode, c'est charge ponctuelle. Donc, diviser sur un nombre. C'est-à-dire, ici, on va les diviser sur 10. C'est-à-dire, ici, 110 sur 10, c'est 11 tonnes. 11 tonnes et 10 tonnes. 10 sur 10. C'est 60 cm. 61 cm. 10 tonnes, 60 cm. 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 fois. Ou bien 5 fois, ou bien 4 fois. Ça dépend. Le plus exact, c'est l'intégrale.
Mais pour faciliter, on ne peut pas avoir l'intégrale, méthode des trapèzes, chercher. Donc, il faut une précision. À partir de 5, c'est bon. On peut diviser ça sur 5. C'est-à-dire 22 tonnes, 22 tonnes, 22 tonnes, 22 tonnes, 22. Ok, donc vous avez compris un petit peu comment ça marche. Donc ici, on va faire la même chose. Position, majoration dynamique, c'est la même chose. On va chercher ici comment on a divisé en 5. Alors, cette distance, c'est combien? 6,10, merci. Donc ici, c'est, les cieux, c'est combien? C'est 22. C'est 22, 22 fois ça, plus 22 fois ça, plus 22 fois ça, plus 22 fois ça, plus 22 fois ça. La même chose que le BC. Le calcul sera même BC, BT. C'est la même chose. Donc, fin de chenille, donc, on a fait le calcul, donc 2388 MC120, la même chose. Pour le moment négatif, la même chose. On a divisé sur 3, sur cette position. Pourquoi on n'a pas fait le 2 MC? 36, parce que, ça, 36, aïe, 36,50. Parce qu'il nous reste 17, 12. 17, 12, c'est 29, plus quelque chose ici. 29, la dernière position, c'est 23. 12, 17 fois 2, moins 23,60. Il nous reste 34 mètres ici. De cette position à cette position, 34. OK. La même chose ici, minimum, moins 500,29. OK. Le coefficient de majoration dynamique, la travée considérée, c'est L, 17 mètres, G, on l'a calculé tout à l'heure, 4585. Le S, c'est combien? Le S, c'est quoi le S? C'est 110 kN ou bien 1100 kN. C'est le tonnage de MC dans la travée considérée. Le tonnage. 17 mètres. 17 mètres, c'est l'élément considéré. Alors, on a considéré la travée 2. Vous pouvez considérer la travée 4 de 12 mètres. Mais généralement, il ne va pas avoir 12 mètres. On ne peut pas placer 12, 6. On peut calculer le MC pour le 12, oui. On peut calculer pour le 12. Parce qu'il va avoir un effet plus défavorable que ça. Oui. C'est une question très intéressante. Parce que le delta MC ici, j'ai considéré 17 mètres. Je peux calculer le delta MC pour la quatrième travée. La quatrième travée, oui. Quatrième travée, c'est 12 mètres. 12 mètres, j'aurai un G qui est minimum. Et le même S. Parce que 6,10, je peux la placer dans 12. Donc, un coefficient de majoration dynamique plus important que ça. Parce que G, il est minimum. Mais le L, il est minimum, oui. C'est très important. 36,50. 36. 36,60. Entre MC et MC. Ça, c'est le ME80. Non, on considère MC120. MC120, c'est le MC120. Ça, c'est le E. Ici. Oui. Dans cette position. 32. Ici, 32. Oui. Oui. Non. C'est ça, 6,10, c'est ça.
On peut placer, oui. Oui, oui, exact. Il faut considérer ça. Donc, c'est pas toujours. Ah, c'est pas toujours. Le ME, c'est la même chose. Donc, ici, on a fait le MC. Donc, le ME, c'est la même chose. Le ME, c'est des essieux. On va placer les essieux. Les essieux, c'est combien le ME? 22 tons, 22 tons. Le ME. Donc, 22 tons, ici, dans cette position, 22 tons fois ça, plus 22 tons fois ça, c'est la même chose. La distance, toujours, il n'est pas suffisante pour placer le deuxième. La même chose, troisième, c'est minimum. Il faut calculer la même chose. Alors, on va passer au dernier charge roulante qui est exceptionnelle. C'est les charges exceptionnelles. Alors, ne sont à prendre en compte que pour les itinéraires classés à cet effet, première classe et plus. Il y a deux systèmes. Il y a le système D et le système E. Alors, les convois type D et E comportent deux remorques dont les caractéristiques sont représentées dans cette liste. Oui. Alors, le système D, c'est ça. Le système D, c'est un grand char de 140 tonnes avec une distance de 11 mètres. Alors, entre la première locomotive et la deuxième locomotive, il y a 8 mètres. D'accord? 140, 140. Ça marche. Avec une largeur de 3,30. Le E, c'est 200 tonnes sur 15 mètres avec distance entre les deux locomotives de 18 mètres. Ça marche? Le convoi est supposé circuler seul, quelle que soit la largeur et la longueur. Donc, ce n'est pas de MC comme des MC, la distance. Il y a seulement un D ou bien un E. Seulement, exceptionnel. Dans le sens transversal, l'axe, on doit avoir au moins 3,50 pour placer le D et le E. Vous voyez ici qu'il y a 3,30. Donc, un pont qui est de 3,40 de largeur chargeable, on ne peut pas placer le D ou bien le E. Les charges exceptionnelles ne sont pas majorées pour les effets dynamiques. Il n'y a pas parce qu'ils roulent très très lent, avec une vitesse très très lente. De plus, ils sont supposés ne développer aucune réaction de freinage. On va calculer l'effort de freinage pour le BC et pour le AL. Il y a le système de freinage seulement pour le AL et pour le BC. On va le voir par là. Même chose, ligne d'influence. Placée ici, c'est quoi ça? C'est la première locomotive, deuxième locomotive. Alors on ne peut pas placer seulement ça parce que il y a une partie négative, sûrement. La même chose ici, c'est le D. Ici, c'est quoi? C'est les 140. Parce qu'on travaille généralement par le E, parce que le plus défavorable, c'est le E, c'est le 230. Et c'est 140 divisé sur 5, sur une distance de combien? De 11 mètres. La même chose. Les ordonnées, donc je ne vais pas répéter ça, tout ça. Okay. Alors les surcharges, donc on a terminé le D et le E, la même chose, donc il y a les surcharges de trottoir. Lorsqu'il y a des trottoirs, il y a une surcharge de trottoir. Alors il y a deux types de surcharges de trottoir. Les surcharges de trottoir pour dimensionner tout ce qui est ourdi et entretoise, et la surcharge qui est toujours pour dimensionner les poutres principales, c'est le deuxième type. BR, ça c'est la charge route. Non, non. Ça, il y a la charge de trottoir qui représente qui? Qui représente les piétons. Et il y a la charge BR qui représente un débordement d'une chaussée dans le trottoir. C'est la BR. C'est la charge routière. On peut avoir les deux. Une charge piétonnière et une charge d'une roue qui va déborder sur le trottoir. D'accord? Alors la première, c'est ça, donc on n'utilise généralement pas ça. Ça c'est pour l'ourdi et pour l'entretoise. Généralement, on utilise ici, c'est 0,15 tonnes par mètre carré.
Alors 0,15 tonnes par mètre carré placé sur le trottoir, sur la largeur du trottoir. Alors les règles d'application du trottoir, de la charge du trottoir, c'est la même chose que le AL. Parce que c'est en mètres carrés. AL, la charge AL. C'est-à-dire par ligne d'influence. C'est-à-dire pour le moment maximum, qu'est-ce qu'on va faire pour un mètre carré? On va placer le K1, le K2, le K3, et les deux travées, ou bien travée 2 ou bien travée 4. Cette charge est cumulable avec la charge routière à caractère normal et particulier. Donc on va voir dans les combinaisons, on peut combiner le AL avec le trottoir. C'est-à-dire il y a une surcharge de trottoir plus AL. On peut combiner une surcharge de trottoir plus BC. Non, avec le D et le E et le MC 120, on ne peut pas cumuler le trottoir. Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de piétons dans les trottoirs, dans les convois de choses. D'accord? C'est clair? C'est clair? Okay. Exactement, dans le sens longitudinal, on dispose cette charge pour qu'elle produise l'effet. C'est la même chose que le AL. Donc ici. Dans le sens transversal, toute la largeur du trottoir, si on a deux trottoirs, on va considérer deux. Un seul trottoir qui est chargé ou bien deux trottoirs qui sont chargés. Même chose, qu'est-ce qu'on va faire? Les 17 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer ça et ça, 12. Pourquoi on a considéré seulement un cas, 17 fois 12? Pourquoi, à votre avis? Dans le AL, qu'est-ce qu'on a considéré comme charge dans le AL? Premier cas, travée 2 chargée. Deuxième cas, quatrième travée chargée. Troisième cas, c'est travée 2 plus travée 2. Alors, pour le trottoir, on a chargé le 17 et le 12. À votre avis, pourquoi? Oui, c'est mon positif. Oui, mais... Alors, le AL, pourquoi on a fait K1, K2, K3? Parce que dans le AL, il y a l'introduction de L. Il y a L qui entre dans la formule de AL. Non, le trottoir, il est indépendant de L. C'est 0, il est indépendant de L. C'est 0,15. Vous vous rappelez de AL? Mais la différence, pourquoi? La différence, si vous vous rappelez, la différence, pourquoi on a trouvé le 17 qui est chargé, qui est le plus défavorable? Pourquoi? Si vous rappelez. Pourquoi on a trouvé 297 qui est plus défavorable que les autres? À cause de AL. Parce que L, elle est en bas. Exactement. Lorsqu'on a 17, on a 14. Lorsqu'on a 29, on a 11. Et le fait de multiplier 11 fois 21, 232, mais le trottoir, il est indépendant de L. Donc, il faut charger les travées 2 et travées 4. Ça marche. C'est clair, c'est clair. OK. Donc, on va charger 12 et 17 pour positif 17, 12, la même chose. Largeur du trottoir, un trottoir 1,50, 47,30. 47,30, c'est quoi? C'est 0,15 fois la surface. Donc, c'est ici. C'est la même chose. Donc, 1,50 R largeur du trottoir. Surcharge du remblai. Surcharge du remblai, c'est 1 tonne par mètre carré ou bien 10 kN par mètre carré. Alors, ici, je vous donne un tableau. Alors, c'est quoi ça? Donc, on va faire ami-travée 2, AL 3 voies, AL BC pour le moment maximum, AL 3 voies, BC 3 fils, BT 2 fils, MC 100 fils, 120, ME, convoi D, convoi E. Et on va calculer par coefficient de majoration dynamique, multiplier. C'est ça. Toutes les charges qu'on a vues, c'est ça.
Alors ça, c'est mitre V2. Il faut le faire à mitre V1. Appui 2, c'est la pile P2 et la pile P3. Il faut faire 5 tableaux comme ça. 5 fois. 5 fois. Exact, symétrie. Si on n'a pas la symétrie, il faut... Exact. Ça, on le fait manuellement. On ne peut pas faire ça toujours. Il faut faire à travers un logiciel. C'est évident qu'il faut passer. Ah, bien sûr, toujours, on préfère faire la symétrie. Toujours. Donc, voilà le résumé, le 2 trottoirs. La surcharge AL, donc, notre moment positif, c'est où? Il est où? Moment qu'on a calculé de AL. À mitre V2, c'est quelle position? C'est 12 plus 17 fois 0,50. C'est 20,50. C'est ça? Alors, notre calcul qu'on a fait, c'est ici. C'est seulement ces deux points. Ce point et ce point. Seulement ces deux points. D'accord? Normalement, il faut faire tout ça. Dans toute travée 2, travée 1 et travée 2. Généralement, le logiciel, il nous permet de dresser cette courbure en fonction de la longueur. De AL, de BC, de PT, de MC120, de... D'accord? Okay. Pour AL max et AL min. Charge horizontale. Donc, les freinages. Qu'est-ce qu'on j'ai? C'est seulement le AL et le BC. Alors, la charge de type AB sont suffit de freiner. Donc, alors, dans l'étude, les efforts de fond ne sont pas à considérer. Alors, pour le calcul de tablier, ils ne sont pas à considérer. Mais le freinage, il est très utile pour dimensionner les appuis. Les appareils d'appui et les appuis et les fondations. Pour le tablier, le freinage, il n'est pas considéré pour le tablier comme effort longitudinal. Exactement. Donc, mais le freinage, il est dimensionnant pour les appareils d'appui, par exemple, pour les piles ou bien les culées et pour les fondations. Alors, la formule de freinage pour AL, c'est ça. A1, coefficient qu'on a vu. A2, coefficient qu'on a vu. Fois AL. AL, c'est quoi? C'est quoi AL? Fois L chargeable fois LC. C'est quoi LC? À votre avis? Alors, LC, c'est quoi? C'est la largeur du... Si on a une voie, c'est 3 mètres. Parce qu'on cherche S, une surface longitudinale et transversale. Ça, c'est le sens transversal. 3 mètres, ou bien 3,50, ou bien 7 mètres, ou bien 10 mètres. D'accord? Donc, il faut multiplier le AL fois la surface, fois ARE sur 20 plus 0,035 L chargeur fois S. Il nous donne une valeur en kilonewton. En kilonewton, parce que ça, c'est en kilonewton. Kilonewton par mètre carré. De 30 ans, il va... Voilà. Donc, le BC, c'est 300 kN à répartir sur le pad. Donc, on a terminé par les charges roulantes. Il nous reste les charges clés, le vent. Le vent dans le bâtiment, qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment? Ah? Comment? Étude de vent.
Comment il est déterminé? Oui, c'est quoi le prévu? Exact. On va chercher la vitesse, ça dépend de la région, VS. Avec la vitesse, il va nous donner une pression dynamique. La pression dynamique et les relations de V carré sur 1 sur 3. Cette pression dynamique à répartir, la pression dynamique. Pour déterminer quoi? La pression dynamique. C'est en décanewtons par mètre carré. Décanewtons en mètre carré. En ouvrage d'art, il ne faut pas tout calculer ça. La densité, elle est donnée, 2 kN par mètre carré. Pour le vent. Pour les ouvrages courants. Pour les ouvrages non courants, c'est autre chose. Pour les ouvrages non courants, il faut calculer tout ce qui est CS, CD, le coefficient de structure, le coefficient dynamique, le coefficient de turbulence, carrément faire une modélisation du vent turbulent comme ici on l'a fait à Sidi Marouf. C'est le vent turbulent, c'est autre chose. C'est autre modélisation. Exactement, c'est la modélisation en vent turbulent. Parce que la démarche que vous avez fait dans les bâtiments, c'est une démarche forfaitaire, c'est-à-dire on va supposer qu'il y a des coefficients qui vont représenter certains aspects, comme le turbulence, comme l'effet de cycle, comme l'effet de topographie. Mais ça, c'est simplifié, c'est une démarche simplifiée pour les ouvrages courants ou bien pour les bâtiments courants. Pour les ouvrages non courants, il faut carrément définir ces coefficients à travers, bien sûr, tout d'abord, il faut chercher la vitesse du vent, VB0. VB0, il faut la définir en fonction des régions, parce que la carte des vents, elle est basée sur une autre définition de MV65. Il faut définir VB0. Il faut définir le coefficient à travers un essai, carrément un modèle réduit, à travers, au Maroc, et on le fait à travers le CSTB. Le CSTB, c'est en France, un modèle réduit pour représenter et faire un modèle de vent turbulent pour voir le comportement de notre structure par rapport à ce vent. Mais ça, c'est dédié pour les ouvrages non courants ou bien les bâtiments non courants, comme la tour de BMCE à Rabat ou bien la tour ici de Casa Ampa ou bien Banque Chevy. Banque Populaire, il est dimensionné avec ces méthodes. Mais généralement, pour les ouvrages courants ou bien les bâtiments courants, on va utiliser soit la carte du vent, c'est-à-dire la pression dynamique que vous avez calculée, ou bien pour les ponts, c'est 2 kN par mètre carré. Courant. Alors, courant, bon, les IGH, pour les bâtiments, c'est à partir de 20. IGH, immeuble grand hauteur. Mais pour les ponts, ils sont classés à partir d'un pont bipoutre mixte ou bien aubané ou bien suspendu, c'est non courant. Les courants, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est les cadres, les portiques, les ponts dalles, les ponts dalles béton armé, béton précontraint. C'est ça, les ponts à poutres et les VPP. Ponts à poutres en béton précontraint. Ça, c'est les ponts courants. Autre que ça, c'est non courant. D'accord? Pour ça, il faut une étude de vent. Ça, c'est l'étude de vent. Ça, 2 kN. Normalement, il lui faudra une formation en aérodynamique, c'est-à-dire il doit maîtriser un petit peu les aspects aérodynamiques, tout ce qui est viscosité, tout ce qui est viscosité de l'air, parce que l'air, on suppose qu'il est avec une densité de 0,8, mais ça, il faut le définir en aérodynamique, parce que une ville polluée comme Casa, c'est pas la même chose que l'Ayoun. Donc, il y a l'effet de la pollution. Tout un aspect qu'il faut la maîtriser en aérodynamique, en fluidité et viscosité de l'air et l'environnement qu'il faut placer. Par exemple, nous, dans les ouvrages non courants, on fait appel à CSTB. CSTB, c'est le centre scientifique du vent en France, pour nous définir les vitesses de vent au Maroc. Non, ça, c'est la carte du vent. Ça, c'est comme la carte sismique. Elle est générale et
Non, la carte du vent, c'est une pression. Ça, il est basé en NV65. Déjà, la définition de la vitesse de vent, il est différente de NV65 avec celle de l'Eurocode. Parce que la vitesse du vent, en NV65, il y a ce qu'on appelle la hauteur de l'élément par rapport au sol. Donc, par rapport au sol, déjà, il y a 100 mètres et 50 mètres. Il y a une grande différence. Et NV65, il fait statique et dynamique. Dynamique, il le majore avec 1,3, 30%. Alors ça, c'est très forfaitaire. Pourquoi? Parce que l'effet topographique, il est intégré. Je vais construire à Sidi Marouf, ce n'est pas la même chose que je vais construire à Mohamedia. Non, c'est une coefficient. Mais déjà, ça, c'est le coefficient. Mais dans la vitesse du vent. La vitesse du vent. La vitesse du vent, c'est comme la sismicité, comme la carte du sismicité. On dit que Casa, c'est 0,1 G ou bien 1 mètre par seconde. Mais Casa, il y a des régions qui sont proches de la mer et des régions il faut choisir le site. Donc ça, c'est le AGR, le A-ground. Il est différent. Il y a un malien, il y a une variation. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, le vent, on va terminer. S'il vous plaît, parce que ce chapitre, on a tardé un petit peu dans ce chapitre. Le vent, c'est... S'il vous plaît, on a terminé. Le 2 kN par mètre carré, c'est une pression par mètre carré qu'il faut... s'il vous plaît, on a terminé. La température, à défaut des mesures de température sur le site, le BAEF, qu'est-ce qu'il dit? Il faut considérer une plage de 30 degrés Celsius des zones chaudes et moins 40 degrés Celsius des zones froides. Alors, vous me disiez que moins 40 degrés, ce n'est pas trop convenable ici au Maroc. Mais on utilise ici au Maroc les moins 40 parce qu'on n'a pas assez de données ici. Une carte de température, il n'y a pas ici au Maroc. Les ouvrages non courants, on va demander les données de température pour le centre météorologique de chaque région. On va faire ça. Un gradient thermique, j'ai expliqué un petit peu c'est quoi la différence entre gradient et variation. Non, j'ai expliqué ça, je pense. Non, pour vous. C'est quoi la différence entre gradient et variation? Il a noté. Alors la variation linéaire, c'est pour l'élément, et le gradient thermique, c'est pour la section. J'ai expliqué ça, je pense. Non, j'ai expliqué ça. Très bien. Alors, si on a, s'il vous plaît, si on a une poutre, et cette poutre, elle est subie d'un delta T qui est égal à 30 degrés Celsius. Delta T. Ça, c'est une variation linéaire de toute la poutre. C'est-à-dire, en T0, il a 10 degrés Celsius, et il a subi delta T, donc T1, c'est 40 degrés Celsius. Voilà. C'est la différence entre le matin et le soir, par exemple. D'accord? Donc, delta T, c'est une variation pour toute la poutre. Alors, cette delta T, qu'est-ce qu'elle va générer? Alors, il y a le coefficient de lambda de dilatation thermique. Dilatation thermique de chaque matériau. Alors, dilatation thermique de chaque matériau, 10,5, 10-5 degrés Celsius moins 1. Chaque matériau, il a un coefficient de dilatation. D'accord? Alors, ce delta T, parce qu'il va ou bien s'allonger ou bien se rétrécir, il va créer un raccourcissement unitaire epsilon par le fait de delta T. Alors, le epsilon, le raccourcissement unitaire, qui est quoi? Qui est le delta L sur L, ça c'est L. Donc, delta L sur L, c'est-à-dire ici, c'est quoi? Il va se dilater un petit peu, parce que c'est 30 degrés. D'accord? Delta L sur L, c'est combien? C'est lambda fois delta T.
D'accord? Alors, le epsilon, en d'autres termes, le epsilon, c'est combien? C'est en contrainte, c'est combien? C'est la contrainte sur E. Merci. Alors, le sigma, c'est quoi le sigma? C'est N sur S. Merci. Donc, le fait d'avoir une variation delta t, il va générer un raccourcissement. Le raccourcissement, il va générer une contrainte. La contrainte, il va générer une compression. D'accord? Et bien sûr, il y a une autre formule qui est, bon, le epsilon, c'est M sur EI, en fonction du rayon de Cornet. Il va générer aussi un moment. D'accord? Donc ça, c'est pour tout l'élément. Tout l'élément, il a suivi delta t, raccourcissement unitaire. Bien sûr, il y a un delta L. Delta L, il va générer une contrainte. Contrainte, il va générer une compression ou bien une traction. Ça dépend du sens. Ici, c'est une traction parce que il s'est dilaté. Il y a une dilatation. Si on a moins, c'est une compression. Alors, si on va s'intéresser à cette section. Alors, cette section, il y a H. Imaginez un tablier. Un tablier. Il y a la face supérieure et la face inférieure. Alors, la face supérieure, elle est très chaude par rapport à la face inférieure. Elle est chaude par l'effet du soleil, par l'effet de la circulation. Et la partie inférieure, elle est froide par rapport à ça. Donc, ici, il y a une température delta 1. Ici, il y a une température delta 2. Alors, il y a une différence qui est delta θ. Dans l'élément, dans la section, ce n'est pas tout l'élément. Dans la section, il y a une variation dans la poutre entre la température dans la face supérieure et dans la face inférieure. C'est ça le gradient thermique. La même chose, delta θ, il va générer quoi? Un raccourcissement ici, mais ça c'est epsilon ici, donc delta L sur L, mais le L, c'est pas longitudinal, mais ici, longitudinal, donc on l'appelle delta sur θ. Donc, contrainte sur E, donc la même chose, M sur EI, EI. Ça marche? Donc, la réglementation, qu'est-ce qu'il dit pour delta T? Il faut considérer le BEL, 30 degrés, plus 30 degrés Celsius et moins 40 degrés Celsius. Ici, c'est une traction, ici, c'est une compression. Ici, il va se dilater, ici, il va se rétrécir. Ici, c'est plus ou moins 10 degrés Celsius. Le gradient. Le gradient, c'est, on va supposer, il y a variation de 10 degrés entre la face supérieure et la face inférieure. Mais pour l'élément, il y a... D'accord? Donc, il y a... J'ai expliqué ça, non? Ok. Mais là, ok, ça marche. Alors, c'est ça. Donc, un gradient thermique de 10 degrés, plus ou moins 2 degrés, 30 degrés et moins 40 degrés. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va faire... Alors, je vous invite, s'il vous plaît, vous lisez un petit peu le PDF parce qu'on est très, très en retard par rapport aux objectifs fixés. Très en retard. La semaine prochaine. Alors, une précision, c'est que la semaine prochaine, l'administration a demandé de faire un contrôle. Donc, le contrôle, il va être divisé en deux. Cette partie, donc, je vais noter les noms de ce qui était présent aujourd'hui. Ils vont passer la semaine prochaine 1 heure de contrôle, c'est-à-dire entre 9h30 et 10h30, 1 heure. Et la semaine d'après, notre groupe qui est en distanciel, il va être présent ici dans la classe pour passer le contrôle. Comment? Monsieur Schnott, c'est un contrôle. Non. La classe, elle est divisée en deux.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, vous savez déjà les noms d'elle, mais le contrôle il est divisé en 2 séances, parce que la classe il est divisée en 2, c'est ça? C'est qui va être présent la semaine prochaine? Vous serez présent. Et toi? 12. 11. Vous êtes 11. Voilà, vous n'étiez pas présent déjà. C'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois. Présent en ligne, d'accord. Donc, vous m'avez posé, c'est quoi le contrôle? Le contrôle, on va faire une application directe de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, généralement, dans l'heure, c'est pas trop suffisant. On va faire un exemple de classification d'un point route, un exemple de calcul de moments fléchissants positifs ou bien négatifs, comment faire, comment on a fait, tout simplement, pendant 1 heure. Et les documents sont autorisés. Il n'y a pas de questions sur le c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc le document est autorisé. Ça marche. Exactement. C'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Le document est partagé par vous et l'administration. Et elle est dans la clé de votre camarade. Et elle est déposée dans Teams pour les 2 cours. OK. Pendant 1 heure, ça serait pas quelque chose de... 1 heure, vous... Bon. Vous pouvez passer les 2. Oui. OK. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. OK, c'est clair. Voilà. OK, merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah.